Bonjour les amis cinéphiles, aujourd'hui j'aimerais revenir sur un film que j'adore, encore une fois, un film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps et qui pour moi, je considère en tout cas comme une des plus grandes comédies jamais réalisées, et peut-être comme la plus grande comédie américaine et la plus grande screwball comédie classique du cinéma américain, c'est New York Miami. Déjà il faudra définir ce que c'est qu'une screwball comédie, c'est cette genre de comédie typique des années 30 et 40 avec des films comme La Dame du Vendredi ou L'Impossible Monsieur Bébé, bien sûr, enfin des grands classiques, où les acteurs débitaient des répliques, j'appelle ça les répliques mitraillettes, mais vraiment à la chaîne de manière très rapide. Et le mot screwball vient d'ailleurs d'un terme du baseball, quand la balle partait dans tous les sens, on appelait ça, on disait screwball. Donc c'est des comédies qui partent dans tous les sens et qui sont complètement, on va dire, à la fois folles, inattendues, imprévisibles, comme cette fameuse balle de baseball. Et pour moi, c'est très intéressant parce que New York Miami, c'est un peu le film fondateur de ce genre-là, avec peut-être aussi le film de Howard Hawks, Train de luxe. Quelques années avant, il y avait eu, il me semble, les films de Lubitsch, mais c'était plus des comédies sophistiquées, comme par exemple Haute Pègre, ou des films comme Serenade à 3, mais c'était pas vraiment encore de la pure scrabble comédie folle. Et là, c'est vraiment New York Miami. Donc, déjà, on va le recontextualiser. C'est un film qui est sorti en 1934 et qui est réalisé par Frank Capra. Frank Capra, le grand réalisateur de l'Americana de l'époque. C'est La vie est belle, c'est Mr. Deeds, c'est Horizon lointain, c'est tous ces films-là. C'est Mr. Smith au Sénat, Un homme dans la foule. Peut-être un des réalisateurs américains les plus importants qui a construit presque le mythe américain. Et il faut comprendre que New York Miami, quand il est sorti, c'est en pleine dépression. L'Amérique est vraiment meurtrie et le cinéma, on pourrait dire, cherche une, une nouvelle voie après la révolution du parlant. Et en gros, c'est là que Capra vraiment réalise une espèce de hold-up historique déjà en raflant les 5 Oscars majeurs à l'époque, hein, il faut vraiment le souligner, avec vraiment une histoire qui sur le papier semble être d'une simplicité totale, mais qui est beaucoup plus complexe. En gros, ça parle de Claudette Colbert qui joue Ellie Andrews, une riche héritière capricieuse qui s'enfuit du bateau de son père pour rejoindre New York et pour rejoindre en gros l'homme qu'elle pensait aimer parce que en fait on va lui imposer un mariage et elle ne veut pas. Et elle va dans son périple, elle croise la route de Peter Warren qui est joué par Clark Gable, qui est vraiment, on pourrait dire, au sommet de sa gloire, au sommet de son talent. Et en gros, bah, ils vont faire la route ensemble. Et c'est vraiment une espèce de, à la fois de prototype du film de ce qu'on appelle le concept du poisson hors de l'eau. Parce que Claudette Colberg, elle va vraiment, c'est la riche héritière qui va se retrouver dans les motels, dans les rues, parmi le peuple. Et on retrouvera ça aussi de manière inversée, aussi dans l'extravagant Mr. Deeds, aussi de Capra, avec Gary Cooper, qui lui est un homme de la rue qui va se retrouver propulsé parmi la bourgeoisie. Et bien sûr, tout ce cinéma-là va irriguer toute la comédie populaire. Ça va vraiment construire les bases de films qu'on verra par exemple chez comment dire, John Hughes ou John Landis. On pense à Un ticket pour deux avec John Candy et Steve Martin, ou Un fauteuil pour deux, qui n'est pas le même film, avec Eddie Murphy, qui va se retrouver propulsé dans un monde de riches. Donc ça, c'est très capraesque, un côté un peu aussi Dickens, mais c'est vraiment ce genre de comédie-là que va construire Capra, qui va forger, on pourrait dire, ce prototype du film du poisson hors de l'eau et de la comédie de mœurs, la comédie même un peu, un brin politique, un peu satirique, qui va irriguer 50 ans, 60 ans de cinéma américain. Et même, on pourrait dire que New York Miami, qui est sorti en 1934, anticipe aussi d'autres films, comme par exemple, je crois, 2 ans plus tard, va sortir Mon homme Godefroy de La Cava, avec Carole Lombard et William Powell, où là c'est pareil, on va avoir Forgotten Tenman, un homme de la rue, un homme de la Grande Dépression, qui va se retrouver, qui est en fait un ancien bourgeois qui a été déchu, qui va se retrouver dans la rue et qui va être récupéré par une famille de bourges, de riches, qui vont faire un pari juste pour se moquer de lui. Ils vont le déguiser en homme de ménage, en fait, en homme à tout faire. Et en fait, il va faire tomber tout ce petit monde. Il y a un côté un peu Bienvenue Mr. Chance de Al Ashby, ce genre de film-là.
Puis si vous aimez après des films comme, je sais pas, peut-être plus classiques, plus populaires comme Pretty Woman ou My Fair Lady ou même Une Nounou d'Enfer, la série Une Nounou d'Enfer, ça vient vraiment de là. C'est vraiment l'ADN de Capra. Et je pense que New York, Miami ou des films comme Mon Homme Godefroy sont vraiment un peu les pionniers de ce genre-là. Et en gros, pour moi, c'est vraiment, si je le considère vraiment comme une des plus grandes comédies de la Screwball et de l'apogée, c'est vraiment parce que on comprend que au début du sonore, les grands acteurs comme Clark Gable, Barbara Stanwyck ou James Cagney ont vraiment transformé le dialogue en arme automatique, on pourrait dire, de mitraillette, comme j'ai toujours dit. D'une certaine manière, la Screwball Comedy vient ici remplacer le langage visuel du muet et devient vraiment un langage à proprement parler. Ce sont vraiment les mots qui font la mise en scène. Avec, pour moi, je les placerais presque avec les comédies musicales de Busby Berkeley, qui ont vraiment inventé le cinéma parlant, qui ont fait la passation entre le cinéma parlant et le cinéma muet, comme le chanteur de jazz qui est à moitié parlant et à moitié muet. Mais ils vont remplacer, on va dire, les mouvements de mise en scène du muet ou les danses, les mouvements de danse des comédies musicales de Busby Berkeley, comme Prologue, 42e rue, ou Le Monde préféré, Chercheuse d'or, avec Ginger Rogers et Dick Powell. Ils vont remplacer ces ballets visuels par des ballets sonores et par les ballets de mots. C'est vraiment une transition vers une nouvelle forme de langage que vont créer les mots, que vont créer ces acteurs, les Clark Gable, ouais, je pense à La Dame du Vendredi, je pense à L'Impossible Monsieur Bébé, je pense à To Be or Not To Be, qui sont vraiment mes préférés. Et je trouve que c'est vraiment passionnant cette transition-là dans New York, Miami. Et j'aime beaucoup vraiment ce côté road movie, ce côté film sur la route. C'est un des premiers grands road movies américains avec une lignée, on pourrait dire, qui part des temps modernes de Chaplin. Et j'ai l'impression que vraiment New York Miami reprend le dernier plan d'une certaine manière avec Paulette Goddard et Chaplin qui s'éloignent sur la route, qui va être après repris par John Ford dans Les raisins de la colère, qui sera le côté plus dramatique du road movie, parce qu'adapté de Steinbeck, La Grande Crise et tout. Et New York Miami reprend un peu ce côté politique du film, on va dire, de John Ford. Enfin, il ne le reprend pas, parce que non, je me trompe, parce qu'il est sorti bien après, mais on est un peu dans la même lignée. On va dire vraiment temps moderne, New York Miami, Les raisins de la colère. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser sur ces trois films. Je pense qu'après, au-delà du mouvement, il y a aussi cette esthétique que j'adore dans le film, assez particulière, de la Strode, ce qu'on appelle ce mélange entre road et street, la rue et les routes, qui sont les esthétiques Strode, qui sont vraiment définies par un entre-deux qui échappe un peu à la crise de 29. On va vraiment avoir un monde de l'entre-deux, fait de motels, de drive-in, de bus, qu'on va retrouver aussi dans beaucoup de films aussi chez John Hughes. On pense encore une fois, moi je pense tout le temps à Un ticket pour deux, encore une fois, Planes, Cars, c'est vraiment un hommage à Capra. Et j'aime beaucoup cet entre-deux parce que vraiment ça va jouer sur un monde qui a ses propres règles, où les petits personnages, des petites actions vont prendre une importance capitale et qui échappe un peu à cette bulle économique de la crise de 29. Et on va avoir vraiment la scène la plus importante de la Screwball Comedy et de la plus grande réflexion sur le détournement du code Haines, qui est ce fameux mur de Jéricho, ce fameux rideau qui va être tendu entre les deux protagonistes parce qu'ils ne peuvent pas dormir dans le même lit, parce qu'on ne pouvait pas montrer à l'époque des gens dormir dans le même lit. C'est vraiment une scène qui détourne, enfin qui se moque un peu de la censure du code Haines et qui est vraiment pour moi une des scènes les plus significatives de la Screwball Comedy et de cette censure-là et de comment se moquer et détourner cette censure-là. On va voir ça. Moi, je pense vraiment à cette scène-là, le mur de Jéricho, qui me rappelle tout de suite la fin de La mort aux trousses, avec cette scène du train qui rentre dans le tunnel, juste après que Clark Gable et Eva Marie Saint couchent ensemble. On va avoir un cut, et Hitchcock, au lieu de montrer l'acte en fait sexuel, il va montrer le train qui rentre dans le tunnel, et le film termine comme ça. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui vont détourner un peu le code Haines et la censure, et qui sont très intéressantes. Mais là, cette esthétique vraiment du road movie que j'aime beaucoup, de la nuit, du drive-in, du motel, avec en plus l'apparition d'acteurs fameux. On a Ward Bond qui joue un des chauffeurs du bus et qui est vraiment pour moi le grand visage du cinéma américain de l'époque, car il est vraiment dans tous les films que j'adore. Il joue toujours l'éternel second rôle du cinéma américain.
On le verra chez Nicolas Ray dans Johnny Guitar, on le verra évidemment chez John Ford dans La Prière du désert ou dans d'autres films, on le verra même chez Raoul Walsh, chef-d'œuvre comme A Gentleman Jim, aux côtés de Errol Flynn. C'est vraiment un visage, même chez Jack Turner, Jack Turner, pardon, pas Jack Turner, dans Le Passage du Canyon. Ward Bond, c'est un peu le visage de l'américain moyen qui revient dans tous les rôles dans tous les seconds rôles de l'époque, qui est vraiment une espèce d'ancrage mythologique de cette époque-là. C'est le monsieur tout le monde. Et là, il joue un chauffeur de bus d'ailleurs, et c'est vraiment intéressant. Évidemment, bon, il y a l'alchimie, Claudette Colbert, Clark Gable, j'en ai même pas parlé, mais ils sont exceptionnels. Vraiment, c'est vraiment un jeu de dialogue, de punchline, de rapport de force. Évidemment, bon, je ne vais pas spoiler, mais ils vont tomber amoureux, mais il va y avoir vraiment la scène du stop qui est devenue l'affiche du film, qui va aussi se moquer un peu de la censure. Toute cette énergie-là, vraiment toute cette photographie aussi de Joseph Walker, qui est vraiment le photographe fétiche de Capra, qui n'est pas seulement vraiment un artiste qui savait sublimer Claudette Colbert, parce qu'on disait souvent que c'était lui qui filmait le mieux les actrices américaines, ou Jane Arthur, ou des actrices comme ça. C'est vraiment pour moi un inventeur de génie, qui d'ailleurs était un détenteur de brevets sur les premiers zooms, il me semble. Il a vraiment perfectionné la technique du zoom à l'époque. Et pour moi, vraiment, c'est lui qui donne un peu au film cette texture à la fois de conte de fées ancré dans le réel. On pourrait dire qu'on retrouve presque sa patte lumineuse aussi bien dans le naturalisme des motels, justement, de New York Miami, que dans l'onirisme, par exemple, de Horizon Perdu. On pourrait dire même, il me semble qu'on a retrouvé aussi celui qui a fait la photographie de La Dame du Vendredi de Howard Hawks aussi, avec Gary Grant, un autre grand classique que j'adore de la Scrabble. Et c'est vraiment celui qui avait apporté toute cette esthétique-là dans Mr. dans tous ces films-là, et dans tout vraiment ce système de film hollywoodien que j'adore, qui est vraiment un équilibre parfait entre l'écriture et le mouvement. C'est vraiment pour moi la continuité logique de la comédie musicale et du cinéma muet, mais avec les mots, comme je l'ai déjà dit. Et aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant, c'est qu'un réalisateur comme Capra ou des réalisateurs comme Ford, ce sont souvent les plus grands, enfin les réalisateurs, les immigrés, on pourrait dire, qui vont construire ce mode un peu carte postale d'une Amérique épinale, comme si en gros par leur regard extérieur d'immigrés, ils avaient ressenti, en gros, on pourrait dire, le besoin de sublimer les valeurs de leur terre d'accueil, pour mieux en gros en apprécier cette espèce de côté d'épinal. Et je trouve que dans New York Miami, Capra, il transforme vraiment, on pourrait dire, la route en une espèce d'espace on pourrait dire de réconciliation nationale, en gros, où les barrières de classe finissent par tomber, comme ce fameux, à la fin, le dernier plan du film, c'est le mur de Jéricho. Mais j'aime beaucoup cette idée-là, comme les réalisateurs immigrés, Ford, Capra, ont vraiment construit ce rêve de l'Amérique et sont devenus plus américains que les Américains de souche, comme il y a quelque chose vraiment du rêve américain qu'on accueille. Et vraiment, ils vont faire des films comme La Prière du désert ou La vie est belle, qu'il n'y a pas plus américain que La vie est belle. Et je crois qu'avec Le Magicien d'Oz, je crois que c'est vraiment un des plus grands mythes américains. Et pourtant, ce sont des réalisateurs immigrés. Capra est italien, John Ford est irlandais. Enfin, son père il était irlandais, mais ils ont immigré. C'est très intéressant, vraiment. Voilà, c'est vraiment un film qui est vraiment une carte postale de l'American Way of Life de l'époque, de cette époque motel, vraiment un pionnier et un film transitoire entre la screwball et la comédie sophistiquée. C'est un film très important, mais qui n'est pas juste une carte postale, qui est un film bien plus subtil, qui est très facile à regarder. D'ailleurs, il ne dure pas longtemps, en plus il est assez accessible en DVD. Il y a même une version française pour ceux qui ont du mal avec le vieux son, parce que ça a été redoublé, donc une version moderne. Mais bon, c'est dommage parce qu'on perd tous les jeux de mots, on perd tout le rythme de Clark Gable et de Claudette Colbert. Mais c'est vraiment un film que je vous intime à aller revoir. Il est vraiment pas difficile à trouver. Capra n'a pas fait énormément de films, il a fait vraiment quelques-uns des plus grands films américains. Si vous n'avez pas vu Mr. Smith au Sénat avec James Stewart, qui est le grand plaidoyer politique démocrate de l'époque, regardez aussi L'homme de la rue, regardez évidemment Horizon perdu, qui est sa trame, on va dire son côté plus fantastique, avec La vie est belle aussi, mais son côté plus fantastique avec le fameux Shangri-La, la ville un peu magique qui rappellera plus tard le Brigadoon de Vincente Minnelli, tout ça. C'est vraiment un réalisateur de l'Amérique
rêver, que les immigrés ont toujours voulu avoir, qu'ils n'ont pas forcément eu, qu'il va reconstruire dans une espèce de capsule temporelle. Si vous aimez aussi le road movie, parce qu'encore une fois, c'est pour moi un des pionniers, ça se passe dans des bus, ça se passe dans des motels, cette esthétique-là, si vous aimez, je sais pas, des films comme Rain Man, comme Thelma et Louise, je pense qu'ils ont une partie de l'ADN de New York Miami. Voilà, c'est un film savoureux, qui est à revoir. Enchaînez-vous des films de Capra, enchaînez-vous des films de Hawks, de La Cava, comme Mon homme Godefroy, de Léo McCarey, comme Cette sacrée vérité. Tous ces films-là, des années 30, 40, jusqu'aux années 50, jusqu'à Billy Wilder, jusqu'à certains Lem Show, jusqu'à Arsenic et Vieille Dentelle aussi, de Capra, j'en ai même pas parlé. Voilà, si j'ai revu des grands films comme Chérie, je me sens rajeunir, pardon, Chérie, je me sens rétrécir. Chérie, je me sens rajeunir avec Clark Gable et Marilyn Monroe d'ailleurs. C'est vraiment des films très intéressants. Je pense pas que c'est un côté nostalgique de revoir ces films-là, c'est un côté aussi très documentaire hein, de revoir ces films-là. C'est très intéressant de les recontextualiser. Et voilà, New York Miami, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur ce film. Je voulais surtout parler de la screwball comedy, de cette sensation que j'ai retrouvé vraiment de cette esthétique straw de rue, euh, euh, on va dire motel, tout ça, qu'on retrouve dans d'autres films qui moi m'ont marqué quand j'étais enfant. Je retrouve un peu ça dans Toy Story. D'ailleurs, je vais peut-être faire une critique sur Toy Story, de cette esthétique des stations essence, des motels, Pizza Planet, un peu, j'ai un peu ça, cette impression-là sur un film comme Toy Story, mais j'y reviendrai parce que je vais faire une critique dessus. Mais voilà, c'est vraiment un film qui me tenait à cœur. Encore une fois, je suis parti dans tous les sens, mais ça me semblait très important de revenir sur ce monument du cinéma, de la screwball comedy sophistiquée et de comment ils ont détourné la censure. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, je vous intime de regarder des vieux films, d'essayer de vous procurer en DVD, d'aller au cinéma, et encore une fois, de communiquer sur les films, de parler de vous, entre vous, des films, même si vous partez dans tous les sens comme moi, c'est très intéressant. Et puis encore une fois, je vous dis, allez au cinéma, et puis à plus pour une prochaine vidéo, peut-être Toy Story, peut-être autre chose, je ne sais pas encore, et je vous souhaite une bonne journée.